Salut les jeunes, alors on va corriger aujourd'hui l'exercice 3 du CRPE 2017 groupement 1. J'ai déjà fait les deux premiers exos, donc ça c'est la partie 2. Il y avait 3 exos en tout sur cette partie 2, les deux premiers étaient assez faciles. Et là on attaque le troisième qui lui est beaucoup plus, pas forcément difficile, mais beaucoup plus long en tout cas. Donc on va pas traîner et on va tout de suite faire l'analyse. Alors, je vais lire vite fait. Donc on nous dit indiquer si les informations suivantes sont vraies ou fausses en justifiant les réponses. D'accord, donc il faut justifier. Une réponse exacte mais non justifiée ne rapporte aucun point. Très bien, donc vous embêtez pas à répondre si vous ne savez pas justifier. Question numéro 1, donc affirmation numéro 1, pardon. 117 est un nombre premier. Alors, ça, c'est les nombres premiers. Ensuite, la question 2, pour n'importe quel nombre entier, n plus 2 machin, blablabla, multiple de 8. Ok, donc c'est les multiples, c'est les nombres premiers aussi, et c'est du calcul littéral. Ensuite, affirmation 3, il existe au moins un nombre entier pair supérieur à 7, divisible par 3, mais blablabla, mais divisible ni par 9, ni par 4, ni par 9, ni par 4. C'est aussi nombre premier, multiple, diviseur, tout ce genre de trucs. Affirmation 4. 6 est l'unique solution de l'équation machin. Donc ça c'est des équations. 5. On réduit respectivement la largeur d'un rectangle 20%, R machin. Donc on parle de R de pourcentage et de... voilà, c'est tout. Et dans la 6, un rectangle aussi avec des mesures et on me parle de périmètre cette fois-ci. Donc il y a encore des pourcentages et des périmètres. Voilà sur tous les thèmes de cet exercice numéro 3. Donc on va commencer tout de suite. Donc première affirmation, on me dit 117 est un nombre premier. Alors un nombre premier, il faut savoir ce que c'est, il faut se rappeler, un nombre premier c'est un nombre qui est divisible uniquement par lui-même et par 1. C'est-à-dire que 117, on peut bien le diviser par 117, ça donne 1, et 117 divisé par 1, ça fait 117. Mais on ne trouvera aucun autre diviseur pour 117. Donc là, ce qu'il va falloir faire généralement, c'est utiliser les critères de divisibilité, et on va se rendre compte assez rapidement qu'on trouve un diviseur. Donc là, si j'essaie de diviser d'abord par 2 mon 117. 117, c'est pas un nombre pair, donc je peux pas le diviser par 2. Je peux pas le diviser par 5 non plus, c'est pas un nombre qui se termine par 5 ou 0. Je peux pas le diviser, alors 4 c'est pareil, 4 il faudrait que ce soit divisible par 2, ça n'est pas le cas. Et celui que j'ai pas fait et qu'il faut connaître, c'est divisible par 3. Donc comment on sait si un nombre est divisible par 3? On additionne en fait tous les chiffres qu'il compose. Donc ici, pour mon 117, je vais additionner 1 avec 1 et avec 7. Ça me fait 1 plus 1 plus 7, ça me fait 9. Et si le résultat que je trouve est divisible par 7, ça veut dire que mon 117 était divisible par 7. Bon, et pour ceux qui ne sont pas encore endormis, félicitations, je voulais dire évidemment divisible par 3 et pas par 7, hein, vous l'aurez compris. Donc là, je vais le mettre simplement, 117 est divisible par 3, car, alors je vais mettre le détail, 117 égale, alors 3 fois 30, pardon, ça fait 90, et 3 fois 9 ça fait 27, donc 3 fois 39. Donc 117 est bien divisible par 3, donc c'est pas un nombre premier. Affirmation fausse. Question 2. Pour n'importe quel nombre entier n plus 2 au carré moins n moins 2 au carré est un multiple de 8. Et la même chose en dessous, affirmation 2, on a la même expression et on doit dire si c'est un multiple de 32, oui ou non. Donc quand vous avez une expression littérale comme ça, prenez pas la tête, vous savez pas forcément comment vous allez arriver au résultat, mais le premier truc à faire c'est de réécrire cette expression littérale là, et d'essayer d'en faire quelque chose. D'essayer de la transformer, en l'écrire d'une autre façon, et vous verrez que si vous l'écrivez d'une autre façon, généralement vous allez assez facilement réussir à repérer si oui ou non c'est un multiple de 8 ou non. Donc je réécris mon expression, là on voit que c'est deux identités remarquables, hein, ça, n plus 2 au carré c'est a plus b au carré et n moins 2 au carré c'est a moins b au carré. Si vous les connaissez pas, vous faites de la double distributivité, c'est pas dramatique, vous arriverez à retomber sur vos pattes en faisant de la distributivité. Moi je vais directement utiliser la formule, donc ça me donne a carré plus 2ab, c'est-à-dire 2 fois 2, 4 fois n, 4n, plus 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Moins, là j'oublie pas la parenthèse parce que ce que je vais développer, c'est bien tout ce que je vais développer, ça va être négatif. Donc là je vais mettre une parenthèse après mon moins. Ça me donne a au carré, donc c'est-à-dire n au carré, moins 2ab, c'est-à-dire moins 4n, plus b au carré, c'est-à-dire 4. Je vais m'occuper de virer la parenthèse dans un premier temps, donc ça fait n carré plus 4n plus 4, moins n carré plus 4n. Donc là j'inverse tous les signes de la parenthèse, hein, pour supprimer une parenthèse qui est devant un signe moins, moins 4. Donc faut faire gaffe à cette petite manip. Donc ensuite, je regarde ce que je peux dégager. Donc le n carré dégage, les 4 dégagent, il me reste plus que 4n plus 4n en fait.
4n plus 4n, et ça me fait 8n. Et donc là, si je regarde maintenant ma question, on me dit, est-ce que le nombre obtenu est un multiple de 8? Bah en fait, là, peu importe la valeur de n que vous choisissez, ce sera toujours un multiple de 8. Que vous prenez n égale 1, ça fera 8. 8, c'est bien divisible par 8, ou n égale, je sais pas, 12 000, ça fera je sais pas combien, mais ce sera aussi divisible par 8. Donc, je vais mettre 8n est bien un multiple de 8. Quel que soit l'entier n choisi au départ. On a donc une affirmation qui est juste. Ensuite, petit b. Petit b, c'est la même expression, mais on me demande si c'est un multiple de 32. Bon, bah là, on voit bien que dans l'expression 8n, il n'y a pas de 32 qui apparaît. Donc, si je prends un n qui est petit, par exemple n égale 1, je vais me retrouver avec un nombre, bah 8 fois 1, ça fait 8. Est-ce que 8 est divisible par 32? Eh ben non, ça marche pas. Ça va marcher pour certains nombres qui sont supérieurs à, quand on prend, qui sont supérieurs à 32. Mais donc pour n égale 4 ou plus. Mais dès qu'on prend un n inférieur à 4, ça va plus marcher. Donc là, on peut mettre tout simplement 8n n'est pas un multiple de 32 pour tout n choisi au départ. Et je peux mettre entre parenthèses, exemple, n égale 1, alors 8n égale 8, qui n'est pas divisible par 32. Voilà. Vous n'êtes même pas obligé de mettre l'exemple, mais bon, ça justifie bien, on comprend bien en tout cas, avec l'exemple. Donc là, l'affirmation, elle est fausse. Alors ensuite, affirmation 3, il existe au moins un nombre entier pair supérieur à 7, divisible par 3, mais divisible ni par 9, ni par 4. Alors là, on a des informations intéressantes, on a plein d'informations en fait. Donc là, comment on peut faire ça? Alors on pourrait essayer d'exprimer, de trouver un nombre et d'essayer de l'exprimer en fonction de toutes les caractéristiques qu'il nous donne. Par exemple, un nombre pair, ça pourrait s'écrire 2n. 2n, c'est toujours un nombre pair. Et donc vous préférez faire pareil pour le critère supérieur à 7 et pareil pour divisible par 3. Mais ça risque d'être compliqué parce qu'il y en a beaucoup de critères et en plus après il faut vérifier si c'est ni divisible par 9 ni par 4. Ça risque d'être un petit peu long. Sinon, autre méthode qui est beaucoup plus simple, c'est d'essayer de repérer déjà les entiers, de lister les entiers pairs supérieurs à 7 et divisibles par 3. Et parmi ces nombres-là, on va essayer de regarder s'il y en a qui sont ni divisibles par 4 ni divisibles par 9. Donc là, on va lister en fait les entiers pairs supérieurs à 7 et divisibles par 3. Alors il y a deux façons de faire ici. Vous pouvez vous dire, je vais prendre déjà tous les entiers pairs supérieurs à 7. Et après, je vais regarder là-dedans ceux qui sont divisibles par 3 et je garderai ceux qui sont du coup divisibles par 3. Mais vous pouvez aussi vous dire qu'est-ce que c'est un nombre pair qui est en même temps divisible par 3. Un nombre pair qui est divisible par 3, c'est un nombre pair qui est aussi multiple de 3. Donc un nombre qui est pair et multiple de 3, c'est simplement un nombre qui est multiple de 6. Bon, vous n'étiez pas obligé de faire cette analyse-là, mais voilà, je vous le dis, quand un nombre doit être multiple de 2 et multiple de 3, c'est forcément des multiples de 6. Donc là, on a du coup en multiple de 6, alors on a 6, sauf que c'est inférieur à 7, donc on ne le prend pas. On a 12, on a 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66. Bon, on va peut-être pas aller trop loin, sinon on va perdre du temps, et puis ça se trouve que ça suffit avec ce qu'on a trouvé. Encore une fois, là, si vous n'aviez pas déduit qu'il fallait lister tous les multiples de 6, c'est pas grave. Listez vos multiples de 2. Donc vous faites 2, 4, 6. Alors vous mettez pas ceux qui sont inférieurs à 7, évidemment. Donc vous commencez à 8. 8, 10, 12, 14, 16. Et parmi tous ceux que vous listez là, après vous regardez lesquels sont divisibles par 3. Et vous gardez ceux-là. Et ça vous redonnera la même liste que ce que j'ai écrit là. Donc parmi ces nombres-là, il faut que je regarde s'il y en a au moins un qui est ni divisible par 9, ni divisible par 4. Donc, est-ce que 12 est divisible par 9 ou 4? Oui, 12, on peut le diviser par 4. 18, on peut le diviser par 9. 24, on peut le diviser par 4. 30, on peut le diviser par... pas par 9 et pas par 4. Donc voilà, on a notre petit gagnant. C'est 30 qui est divisible ni par l'un ni par l'autre. Donc là, on a bien trouvé au moins un nombre qui répondait au critère entier pair supérieur à 7 divisible par 7, divisible par 3. Mais qui n'est ni divisible par 9, ni divisible par 4. Donc je vais simplement l'écrire. Le nombre 30 n'est ni divisible par 4, ni par 9. Donc l'affirmation est vraie. Ensuite, affirmation 4. Donc si c'est l'unique solution de l'équation machin truc là. Donc on nous donne une équation et on nous demande si c'est la solution, enfin l'unique solution. C'est un mot important aussi.
Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Bah, on va simplement résoudre l'équation. Hein. Là, faut pas chercher midi à 14h. Vous résolvez l'équation et vous regardez ce que vous trouvez. Donc comment je résous cette équation là? Je vais déjà la réécrire. Petite précision, donc là vous pourriez tenter de remplacer x par 6 pour voir si ça marche. Remplacer x par 6 à gauche de l'égalité, regardez combien ça donne, et remplacer x par 6 à droite de l'égalité, regardez combien ça donne. Sauf que là, admettons ça fonctionne, ça répondra pas à la question parce qu'on aura bien trouvé que 6 est une solution de l'équation, mais on ne sait pas si c'est la seule. Donc dans tous les cas, il va falloir résoudre l'équation pour savoir s'il y a d'autres solutions possibles. Alors, donc pour résoudre l'équation là, faut faire gaffe aussi. C'est que là, on voit un truc, on voit x-7 des deux côtés. Donc là, je vous mets en garde, vous pouvez simplifier par x-7 des deux côtés, c'est-à-dire en fait diviser par x-7 des deux côtés pour les supprimer des deux côtés. Mais le seul problème, c'est que si vous faites ça, faut bien faire attention quand vous divisez par quelque chose en maths, il y a une division qui est interdite, c'est la division par 0. Autrement dit, là, si vous divisez par x-7, ça veut dire que vous devez exclure le fait que x est égal à 7. Parce qu'on ne sait pas faire une division. Lorsque x-7 sera égal à 0, bah, ça ne marchera pas votre division. Donc x-7 est égal à 0 dans quel cas? Lorsque x égale 7. Donc ce cas-là, si vous décidez de simplifier, de diviser par x-7 des deux côtés, il faudra dire à côté que c'est valable uniquement pour toute valeur de x, or la valeur x égale 7. Et donc du coup, vous devrez tester à part la valeur x égale 7. Donc je vous déconseille fortement de faire ce genre de truc parce que ça exclut des cas et on ne veut pas du tout exclure des cas, nous on veut tester pour toutes les solutions possibles. Bon, et si vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit, retenez juste un truc. Dans une équation, en fait, ne divisez jamais par x ou par une expression qui contient x parce que à votre niveau, en fait, vous ne saurez pas comment justifier après. Donc ne le faites pas, voilà. Donc là, ce qu'il faut faire, en fait, le plus simple à faire, c'est de tout basculer à gauche. On pourrait tenter aussi de distribuer des deux côtés. Sauf que si vous distribuez des deux côtés, vous allez vous retrouver avec du x au carré. Et du x au carré au niveau collège, c'est ce qu'on appelle des équations de second degré. Le x est à la puissance 2, donc c'est de degré 2, on appelle ça équation de degré 2. Et du coup, vous savez pas résoudre une équation de degré 2. La seule manière que vous avez de la résoudre, une équation de degré 2, c'est de la mettre en forme factorisée telle qu'elle est ici, c'est-à-dire des parenthèses avec des x qui sont multipliées entre elles. Mais vous savez résoudre ces équations-là parce que c'est des équations produits. Et vous savez en l'occurrence résoudre des équations produits nulles. Donc on va essayer de la laisser sous la forme d'une équation produit. Et donc là, qu'est-ce que je peux faire en fait? Je vais tout mettre à gauche en faisant une soustraction, c'est-à-dire que le terme x-7 facteur de 16 moins x, je vais faire moins ça à droite et à gauche. Comme ça à droite il y aura 0 et à gauche il y aura ce que je vais écrire ici, c'est-à-dire je réécris mon x moins 7 x-7 facteur de x plus 4. Je fais moins ce que je vais enlever à droite, c'est-à-dire x moins 7 facteur de 16 moins x. Et donc à droite, c'est x moins 7 facteur de 16 moins x moins x moins 7 facteur de 16 moins x, ça fait 0. Ensuite, maintenant que j'ai ça, je peux faire une petite factorisation par x moins 7, puisque je vois que le terme apparaît deux fois. Donc x moins 7 facteur de, j'ouvre ma parenthèse, je mets x plus 4, et après je mets moins 16 moins x. Alors attention, il ne faut pas oublier la parenthèse aussi, parce que le moins il était valable pour tout ce qui avait, tout le deuxième terme. Donc moins 16 moins x. Donc je ferme ma double parenthèse. Vous pouvez mettre des crochets à la place des doubles parenthèses si vous trouvez ça plus lisible. Ensuite, donc je réécris mon x-7. Et dans ma deuxième parenthèse, du coup x plus 4, ça va me faire 4 moins 16, qui va me faire moins 12. Et x, alors ça fait moins x, c'est-à-dire plus x, ça va me faire 2x. 2x et 4 moins 16, ça me fait moins 12. Et donc vous voyez qu'ici on se retrouve avec une équation produit qui doit être nulle. Et ça, vous savez résoudre. Il n'y a pas de second degré ou de machin de x au carré. Donc ça, vous savez le faire. Alors que si on développait ces deux trucs qui nous restent, vous ne sauriez pas le résoudre. C'est pour ça qu'il fallait essayer au plus possible de rester sous la forme factorisée sans tout développer. Donc là, il y a deux solutions. C'est si x-7 égale 0, c'est-à-dire x égale 7, ou 2x moins 12 égale 0, c'est-à-dire si 2x égale 12, c'est-à-dire si x égale 6. Donc voilà, on a trouvé bien deux solutions. D'ailleurs, vous auriez pu vous en douter. En fait, à partir du moment où vous aviez une équation produit nulle, ça implique qu'il va y avoir deux solutions. Alors des fois, ça peut être une solution double, c'est-à-dire la même solution pour les deux parenthèses. Là, c'est pas le cas.
c'est bien deux solutions bien différentes. Donc la conclusion à ça, c'est qu'il y a deux solutions à l'équation de départ. Donc l'affirmation, du coup, elle est fausse, puisque nous proposait une solution unique. Question numéro 5. On réduit respectivement la largeur et la longueur d'un rectangle de 20% et de 10%. Affirmation, l'aire du rectangle ainsi obtenu a diminué de 28%. En gros, là, on se place dans le cas où on a un premier rectangle qui a une certaine longueur, une certaine largeur, et on crée un deuxième rectangle qui est réduit, visiblement, en fonction des pourcentages qu'il nous donne. Et il faut voir si l'aire, du coup, de combien il faut calculer, de combien est réduite l'aire du deuxième rectangle. Donc le plus pratique, c'est de définir nos longueurs et largeurs de nos premiers et deuxième rectangles. Donc on va dire que L1, longueur du rectangle 1, petit L1, largeur du rectangle 1, et ensuite grand L2, c'est la largeur du rectangle, le rectangle 2, je vais mettre entre parenthèses le rectangle réduit, et petit L2, la largeur du rectangle 2. Ok, donc à partir de l'énoncé, normalement on est capable d'exprimer certains trucs, puisqu'ils nous disent que la largeur elle est réduite de 20% et la longueur est réduite de 10%. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que mon petit L2, la largeur, qui est réduite de 20%, je peux écrire que c'est soit L1 moins 20% de L1, mais le plus rapide à écrire, ça va être en fait, si on a réduit de 20%, ça veut dire que la largeur de ce rectangle-là, c'est 80%. C'est le reste en fait. On a réduit de 20%, donc ça veut dire que la largeur, c'est 80%. C'est pareil quand vous avez les soldes. Si vous avez 30% de réduction, ça veut dire que vous payez 70% du prix. Là, la largeur 2, ça va être du coup 80% de la largeur 1. Donc je vais l'écrire 80 sur 100 de L1. Et grand L2, comme on a réduit de 10%, ça veut dire qu'il fait en fait 90% de la longueur du premier rectangle. Donc je vais écrire 90 sur 100 fois grand L1. Et donc maintenant on va calculer simplement l'aire de notre rectangle 2. Donc c'est L2 fois L2, petit L2 fois grand L2, ce qui fait 80 sur 100 de L1 fois 90 sur 100 de grand L1. Et donc là, comme c'est que des multiplications, je peux les faire dans l'ordre que je veux. Donc je peux en fait déjà multiplier 80 sur 100 avec 90 sur 100. Et donc en faisant 80 fois 90 sur 100 fois 101, ça me donne 0,72 fois petit L1 fois grand L1. Donc petit L1 fois grand L1, on voit que c'est... Alors je vais le remettre exactement pour que vous compreniez. Petit L1 fois grand L1, bah du coup c'est l'aire, ça c'est la formule de l'aire du rectangle 1. Donc en fait ça fait 0,72 fois R rectangle 1. Et je peux l'écrire autrement, je peux écrire 72% de R rectangle 1. Donc si l'aire du rectangle 2, elle fait 72% de l'aire du rectangle 1, ça veut dire qu'en fait mon rectangle a bien été réduit de 28%. C'est-à-dire 100 moins 72%. Je vais le mettre, l'aire du rectangle 2 a bien été réduite de 28%. Je vais mettre entre parenthèses 100 moins 72, au cas où on n'aurait vraiment pas compris. Voilà. Donc affirmation vraie. Et je reviens à ma question, question 6. Un rectangle a une largeur et une longueur qui mesurent respectivement 6 cm et 9 cm. On réduit la largeur de 20% et la longueur de 10%. Affirmation, le périmètre du rectangle ainsi obtenu a diminué de 15%. Donc là je vais reprendre exactement ce que j'ai mis au-dessus pour redéfinir un petit peu de quoi je parle. Mais cette fois-ci on me donne les longueurs. Donc je sais que la largeur elle fait 6 et la longueur elle fait 9. Donc je vais le mettre 9 cm ici. Ici ça fait 6 cm. Et on me dit que la largeur est réduite de 20%. Donc si la largeur est réduite de 20%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux écrire L2. Elle est réduite de 20%, donc ça veut dire qu'elle fait 80%. Comme tout à l'heure. 80 sur 100, 80% de L1. Donc 80% fois 6, ça me donne 4,8. Et L2, elle a été réduite, elle, de 10%. Autrement dit, 90%. Je me suis juste trompé avant, j'ai mis 60, c'est bien 6, hein, c'est 6 cm. Donc 90 divisé par 100 fois 9, ça fait 8,1. Donc maintenant que j'ai ça, je vais calculer périmètre 1 et périmètre 2. Vous embêtez pas à prendre les formules de périmètre. Périmètre, on s'en fout en fait. C'est juste le périmètre du cercle qui est important parce que ça, vous pouvez pas l'inventer. Mais après, tout ce qui est polygone avec des faces planes, vous avez juste à additionner en fait tous les côtés du polygone. Il n'y a pas de formule. Ça sert à rien d'apprendre les formules par cœur en fait. À partir du moment où vous avez compris que le périmètre c'était la somme de tous les côtés, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc là, si je rentre tout ça dans ma calculette, ça fait 8,1 fois 2
plus 4,8 fois 2. Bah, je rentre dans ma calculette où je le fais de tête. Hein. Ça fait 25,8. Et dans le périmètre, c'est en centimètres, pas carré, hein, c'est centimètres. Et donc, au niveau de mon périmètre P1 égale, bah, c'est pareil la formule. Hein. Ça nous fait 9 et 9, 18, plus 6 et 6, 12, ça fait 30. Et donc maintenant, pour savoir le pourcentage de réduction, bah, il suffit de faire l'un sur l'autre, le plus petit sur le plus grand. Donc on fait P2 sur P1, ça me fait 0,86. Si je l'écris autrement, ça veut dire que en fait, mon P2 qui est plus petit, mon périmètre 2, il est égal à 0,86, donc 86%, 86% de P1. Donc la réduction est de 100 moins 86, c'est-à-dire 13%, 14%, pardon. Et donc eux, ce qu'ils me disaient dans l'énoncé, c'était 15. Donc ce qu'il fallait trouver, c'est bien 14 et pas 15. Donc là, l'affirmation, elle est fausse, de pas grand-chose, mais elle est fausse. Donc c'est tout pour cet exo. Alors il était chaud quand même. Enfin, il était long. Il y avait vraiment, il y avait plein de choses à faire différentes. Il fallait aller vite. Je sais pas combien de temps j'ai mis pour le faire, mais je pense que j'ai mis un petit moment quand même. Par rapport aux deux premiers exos, bah, ça a contrebalancé un peu les deux premiers exos qui étaient quand même super faciles. Mais d'un autre côté, vous n'avez pas d'exercice 4, alors que d'habitude, vous avez quand même souvent un exercice 4 dans la partie 2. Bon, j'espère comme d'habitude que ça a été clair, que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire, il n'y a aucun souci, et bah, j'y répondrai. Et puis on se retrouve nous du coup pour la correction de la partie 1 dans une prochaine vidéo. Salut!